Alors, nous passons à présent, effectivement, à la table ronde consacrée aux créateurs d'écoles. Pour des questions sanitaires, nous allons un petit peu tourner. Ce n'est pas forcément très pratique, mais c'est comme ça que nous ferons. Donc, il y a Pélagie Boufrioua, présidente de l'école rurale Gilbert Bécaud, Sylvie Desclèves, directrice de l'école Montessori Athéna et accompagnatrice d'un certain nombre d'écoles en ruralité. Nous avons vu notamment de l'école de Sylvie Gargovitch, qui a parlé juste avant. Fabien Adrini, directeur du collège rural Notre-Dame de l'Aurore. François Nollet, trésorier de l'école Saint-Nicolas de Brennon, fondée par des membres de l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu. Et Jean Rakovitch, directeur pédagogique de l'école du domaine des possibles. Donc bonjour, oui, en effet, moi j'ai commencé ma réflexion sur les écoles des communes rurales en accompagnant le projet de Sophie Gargovitch. Parce qu'en fait, précédemment, j'avais accompagné un projet également dans une commune, ce qui s'appelle la commune de Tursac en Dordogne, où l'école allait fermer et une éducatrice était formée auprès de notre organisme de formation à la pédagogie Montessori. Et j'étais allée l'aider sur place à mettre en place le matériel. En général, je leur donne du matériel aussi parce que, comme vous le disiez justement, le matériel est cher. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur transmettre. Et donc, cette école, non seulement à Tursac également, n'avait pas fermé, mais ils ont réussi aussi à ouvrir une classe primaire. Donc, encore une fois, avec le mélange des âges, parce que c'est vraiment une des solutions. Et la pédagogie Montessori le permet complètement, puisque c'est un de nos principes, c'est le mélange des âges. Donc, ça permet, sur une commune, d'avoir deux classes, une classe d'enfants de 2 ans à 6 ans et une classe d'enfants de 6 ans à 10 ans. Donc, j'avais fait ça sur Tursac, donc c'est comme ça que Sophie a eu cette idée. Et ensuite, on l'a mis en place sur plusieurs communes de diverses façons, en fonction des communes, en fonction des maires, parce que c'est vrai que Sophie s'est énormément investie pour pouvoir ouvrir sa classe publique et que ça a été un véritable parcours du combattant avec l'éducation nationale. Et donc, certains maires ne sont pas prêts à faire ce même parcours du combattant. Donc, on l'a fait de différentes façons. Donc, je vais résumer rapidement pour vous montrer qu'il existe plusieurs façons de le faire en mettant cette pédagogie Montessori qui attire quand même énormément de gens et qui apporte une réponse aussi à beaucoup de personnes. Donc, par exemple, sur une commune qui s'appelle Monterland, donc là, le maire avait une école qui était fermée depuis longtemps et lui, il a mis à disposition ses locaux avec un loyer et on a créé une école Montessori sous forme associative, donc en essayant de faire des frais de scolarité le moins élevés possible. C'est vraiment le but, c'est pas de faire une école privée chère, c'est que l'école réouvre, que nous, en tant qu'école, on puisse fonctionner, payer nos salariés, puisque c'est nous qui devons payer nos salariés quand on est une école hors contrat. Et là, encore une fois, l'école non seulement a ouvert une petite maternelle, mais maintenant il y a une école primaire. Les habitants reviennent sur la commune, comme avec Sophie. Et c'est un vrai succès. Il est en train de faire des travaux dans l'école pour qu'on puisse encore s'étendre. Et l'idée, ce sera après d'ouvrir un collège, de faire un pôle Montessori. On va ouvrir une crèche Montessori aussi. C'est un regroupement de communes. Donc on va ouvrir aussi avec ce maire une crèche Montessori. On l'a fait aussi sur une autre commune qui s'appelle Céré-la-Ronde. Et là, on a eu énormément de soucis avec l'éducation nationale, parce qu'avec les nouvelles lois, il faut vraiment que la directrice ait 5 ans d'enseignement. Et là, c'était une petite classe de 12 élèves. Donc, pourquoi nous donner de telles contraintes ? Et vraiment, l'éducation nationale a tout fait pour que cette école n'ouvre pas. Bon, le maire s'est investi énormément pour qu'elle ouvre. Donc les frais de scolarité étaient très réduits aussi, c'est de l'ordre de 120 €, puisque la mairie et le conseil municipal voulaient tellement que sa classe ne ferme pas, qu'ils ont même offert leur solde de conseillers municipaux et de maires pour participer à la possibilité de ce projet. Et donc elle existe encore aujourd'hui. On l'a fait aussi, on est en cours là, d'ouverture sur une petite commune aussi de l'Oise, dans des locaux aussi qui étaient libérés par une fermeture de classe, pour ouvrir une petite classe d'enfants de 2-3 ans, de manière à pas faire, parce que le but c'est vraiment pas de faire de concurrence aux autres écoles, et d'apporter un service différent en fait, un service autre et répondre à une autre demande pour pas vider les écoles évidemment. Et j'en reviens donc sur le fait aussi de l'accueil des enfants porteurs de handicap, parce qu'on travaille complètement avec une association où j'ai formé aussi la directrice de cette association à la pédagogie Montessori, parce que vous savez certainement que Maria Montessori s'est intéressée d'abord aux enfants handicapés. Et c'est comme ça fonctionnait tellement bien sa méthode avec ses enfants qu'elle l'a mis en place pour les enfants entre guillemets dits normaux. Donc on travaille complètement avec une association où on intègre totalement les enfants porteurs de handicap, notamment là c'est beaucoup d'enfants porteurs du syndrome autistique. On les intègre en inclusion totale dans nos classes Montessori puisque tout s'adapte
avec Montessori à la progression aussi de ces enfants et à leur accueil. Donc c'est sûr que les gens doivent être formés. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'équipe de Sophie Gargovitch. Ils doivent être formés, ils doivent recevoir un soutien aussi, parce que c'est une pédagogie qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Mais sinon, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Et je trouve qu'on devrait vraiment nous faciliter les choses, pas nous faciliter aux mères les choses pour qu'on puisse le faire beaucoup plus, en fait, parce que franchement, c'est pas compliqué, c'est facile. Et ça apporte vraiment une réponse. On l'a vu sur toutes ces communes où on l'a fait, où ça fonctionne, mais très très bien. En peu de temps, les habitants, les enfants n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour aller à l'école. La classe ne ferme pas. Les commerçants, je vois Serrer la Ronde, c'était un de ces problèmes, c'est que les commerces commencent à fermer. Là, les commerces revivent. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... Pour moi, j'y crois vraiment, et c'est une des solutions qu'on peut apporter sous plein de façons différentes, soit sous une forme d'école publique, soit une forme d'association, mais avec des frais de scolarité réduits, soit sous forme d'école hors contrat. Bien que maintenant, les écoles hors contrat, c'est vraiment difficile, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc vraiment, il faudrait nous laisser mettre en place ces projets davantage, je pense, sur ces petites communes, et nous faciliter les choses, que pour des classes de 12 enfants, avoir des exigences comme on a pour une école de 150, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage très clair et très opérationnel. Merci de votre invitation. Donc, moi, je suis effectivement un néo-rural et nous sommes plusieurs à l'Éco-Hameau de la Bénisson-Dieu à avoir effectué cet exode urbain, même si nous ne venons pas tous des villes, mais certains d'entre nous ont fait leurs études et leur début de vie professionnelle en ville. Et sachant les inconvénients de la campagne, la désertification, l'absence beaucoup de services publics, les problèmes autour de l'école, nous avons décidé de nous installer à plusieurs pour essayer de pallier en partie à ces inconvénients. Et rapidement, une partie d'entre nous a décidé de saisir une opportunité. Donc dans le village d'à côté, Briennon, une école privée sous contrat a fermé pour défaut d'effectifs. Donc les 2 classes ont fermé d'un coup et on nous a proposé de reprendre les locaux, ce que nous avons fait, et nous avons décidé de réouvrir cette école, mais en hors contrat. Et donc c'est un projet qui n'est pas lié, enfin qui est indépendant de l'Éco-Hameau, même si beaucoup de familles de l'Éco-Hameau participent à ce projet, mais il y a aussi des familles extérieures, donc des villages alentours qui participent également. Et donc nous avons ouvert cette école pour plusieurs raisons que je vais rapidement énumérer. Donc la première spécificité de notre école, mais ce n'est pas très original, c'est que c'est une école multiniveau où on utilise donc des pédagogies comme la pédagogie Montessori, mais aussi d'autres types de pédagogie, parce qu'effectivement, on ne peut pas payer une institutrice par niveau, donc il faut forcément faire des classes multiniveaux, mais en interrogeant un peu voilà, les institutrices du public et du privé sous contrat, elles sont souvent assez démunies parce que pas suffisamment formées aux pédagogies qui permettent de gérer une classe en multiniveau. Donc nous avons 2 institutrices formées pour cela, en 3, 6 ans et 6, 9 ans. La deuxième chose, c'est que nous tenons à garder des petits effectifs. Donc on s'est fixé 15 élèves par classe maximum, enfin par niveau, parce que nous pensons que les petits effectifs sont nécessaires pour une instruction de qualité et que voilà, on passe progressivement d'un adulte pour 2 enfants ou en crèche à peu près à un adulte pour 300 étudiants en amphi à l'université, mais je pense que ça doit se faire progressivement et que c'est pas assez progressif pour l'école primaire et notamment pour la maternelle. Donc le troisième point, c'est justement l'accueil du handicap, puisque une famille parmi nous a son aîné qui est autiste. Et donc à la fois nous ne souhaitons pas, enfin nous ne pensons pas que la solution c'est de parquer les enfants handicapés dans des endroits où ils sont que entre eux, et nous ne pensons pas non plus que la solution soit de les immerger en milieu scolaire normal sans adaptation, surtout pour les enfants autistes qui ont beaucoup de mal à s'adapter à leur environnement. Et donc nous essayons de mettre en pratique ce que nous pensons être un juste milieu,
avec un accueil progressif de cet enfant autiste en milieu scolaire normal. Donc il est pris en charge dans les locaux de l'école par des professionnels de santé et des bénévoles, et il est intégré à la classe selon ses capacités. Donc l'an dernier, par exemple, c'était à peu près une demi-heure par jour, et au-delà, il n'arrivait plus et il entrait en crise. Donc ça, c'est une solution que nous avons trouvée et que nous proposons aussi à d'autres écoles qui souhaiteraient le mettre en place. C'est aussi très bénéfique pour les enfants dits neurotypiques qui interagissent avec cet enfant autiste et à qui ça fait beaucoup de bien. La quatrième spécificité, c'est que dès le départ, on s'est dit que le but n'était pas juste d'avoir une école, mais que l'école devait être intégrée dans une vie organique, donc dans une vie locale, dans une vie de village. Et donc nous essayons de développer justement tout ce qui va autour, parce que le but n'est pas simplement d'avoir une école comme un bien consommable. Et donc, nous essayons de favoriser les liens intergénérationnels. On va beaucoup dans les maisons de retraite. On fait travailler les artisans et des paysans avec les enfants. Et donc, ça permet de créer quelque chose de plus organique et de plus holistique autour de l'école, pour aussi revivifier la vie de village, parce que c'est aussi un enjeu majeur de permettre au village de revivre. La cinquième spécificité, c'est que nous essayons d'appliquer une forme d'écologie bien comprise. Donc dès le départ, nous n'avons pas de poubelle parce que nous essayons de ne pas avoir de déchets. Les enfants travaillent le jardin, ont des cours de botanique, de zoologie, s'occupent d'animaux, etc. Donc ça fait partie intégrante de la pédagogie. Et le sixième point, qui est peut-être le plus spécifique, c'est le fait que, suite au premier confinement, nous avons décidé de ne faire école que le matin, pour ne pas s'embêter avec la cantine. Et il se trouve que ça a bien plu à tout le monde, et on a constaté des effets très positifs sur les enfants. Donc les apprentissages fondamentaux sont tous les matins, du lundi au vendredi, donc mercredi inclus. Et l'après-midi, ce sont les parents qui s'organisent pour proposer des activités en dehors de l'école qui complètent les apprentissages fondamentaux du matin. Et du coup, ça fait que notre école est en fait un espèce de mixte entre une école classique et une école parentale. Donc c'est une sorte d'école semi-parentale. Et je crois que ça plaît assez, d'autant plus avec le projet de loi de supprimer l'instruction en famille. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui essaieront de créer ce genre d'école semi-parentale. Merci beaucoup. Il faut qu'on passe la parole. Merci. J'espère qu'on arrivera à garder la liberté, en tout cas, de faire l'instruction en famille aussi. Je vous remercie en tout cas de votre invitation. Moi, je représente une jeune école Gilbert Bécaud, qui s'est implantée dans un petit village de moins de 300 habitants et qui a pu expérimenter les 20 ans d'absence d'école unique, de classe unique du village, avec une désertification à une proportion, je pense, qu'on n'imagine pas. On est passé de 1200 habitants à 300 en l'espace de 50 ans. Moi, je suis une néo-rurale, j'arrivais de région parisienne et j'étais choquée en arrivant dans ce petit village de Poitou. J'étais choquée par l'absence de diversité scolaire comme on peut en avoir dans les zones urbaines et les zones périurbaines. Vous avez le choix de vos pédagogies, de votre école, de la taille de votre école, et vous pouvez faire un choix en conscience en fonction des besoins de vos enfants et de vos souhaits éducatifs. En grande ruralité, je parle bien en grande ruralité, dans les petits villages perdus au milieu des champs, il n'y a qu'une seule école. Et qu'est-ce qui se passe quand ça n'est absolument pas l'endroit qui convient à votre enfant? Eh bien là, vous retournez vers un état de solitude et vous regrettez finalement le fait d'avoir quitté la zone urbaine pour la grande ruralité. Et ici, on a
l'élément majeur qui fait qu'on n'assiste pas encore à un exode urbain massif des familles, parce que toutes dites l'immobilier c'est pas cher, c'est magnifique, c'est l'endroit où on voudrait être, on a une qualité au niveau alimentaire, on a la beauté des paysages, mais alors pour nos enfants, jamais nous ne quitterons finalement le confort des propositions qui nous sont faites en zone urbaine. Donc on a un habitat subi, mais pour nos enfants, ils nous viendront plus tard, quand ils feront leurs études et quand nous, on sera finalement jeunes retraités. Et c'est là, je pense, le drame de la ruralité française. Donc, en tant que jeune maman, en tant que jeune entrepreneur, je me suis demandé quel pouvait être le nouveau modèle de l'école rurale. Et on a créé, donc avec toute une équipe de personnes qui étaient parents, qui étaient conseillers municipaux, entrepreneurs, même colonels de gendarmerie, on a monté un projet en moins de 9 mois pour remonter l'école du village. On a été accueillis à bras ouverts par le maire. On a réinvesti les locaux de l'ancienne école qui étaient pas ou peu inoccupés. Et notre école aujourd'hui fonctionne depuis la rentrée 2019 avec un grand succès. Donc toujours pour répondre à la question de la classe unique, c'est un véritable succès. Notre enseignante arrive de l'enseignement privé traditionnel et au départ nous devions faire un découpage par grands groupes de niveau, les petits, les moyens, les grands. Et au bout de 3 mois, elle nous a dit stop, ne recrutez personne d'autre. L'école unique en multiniveau, c'est formidable. L'émulsion qu'il y a entre les petits et les grands, c'est un facteur de très grande réussite. Voilà, donc aujourd'hui, nous arrivons à accueillir, comme dans tous les projets qui ont été présentés, des enfants de tout profil, avec des handicaps profonds, avec des grandes avances. On arrive à avoir cette fameuse vraie inclusion. Et j'insiste beaucoup, aucun enfant ne se sent différent, aucun enfant ne se sent discriminé. Par contre, ils vivent tous les uns au milieu des autres. Et nous avons, comme ça a été souligné dans beaucoup de projets, intégré complètement l'école dans la vie du village. L'école ne commence pas au portail. La cantine, jusqu'à la crise sanitaire, s'est réalisée dans le restaurant du village. L'ensemble des personnalités de la commune se sont investies pour les abeilles, pour faire des ateliers bois, pour accompagner les sorties scolaires. C'est un village qui était mort et c'est un village qui a ressuscité quelque part. Et nous accueillons aujourd'hui des familles qui arrivent de Marseille, de Montreuil, de Mont-de-Marsan et qui ont fait le choix de venir s'installer dans notre petite commune parce qu'il y avait cette école et qui, comme beaucoup, bien sûr, appliquent finalement un enseignement qui suit le socle commun des connaissances et de compétences qui nous est demandé par l'éducation nationale, mais va aussi s'inspirer de toutes les pédagogies qui ont fait leurs preuves sur le plan des neurosciences pour aider tous les enfants vers la réussite et surtout une vie épanouie. Donc là, nous avons quand même une école qui a permis à un village de revivre, avec un fonctionnement extrêmement sain. On est sur un budget annuel à moins de 30 000 €. Donc aujourd'hui, nous avons 15 enfants. Je pose la question de savoir pourquoi l'État ne peut pas soutenir des innovations comme les nôtres qui permettent de faire revivre un village, peut-être en prenant des budgets qui sont alloués à des transports scolaires ou à d'autres plans pour permettre à l'école de revenir sur des budgets qui sont quand même, relativement modestes. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom. Et aujourd'hui, je voulais juste témoigner pour dire que c'est un véritable succès. Les familles sont très heureuses, les enfants sont heureux de venir à pied et le village renaît. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis professeur dans l'éducation nationale. Mais après 7 ans de bons et loyaux services, j'en ai eu un petit peu assez de faire du non-sens. Alors je salue l'urbanité de monsieur le sénateur qui s'abstient de critiquer. Personnellement, j'ai un petit peu de mal. Donc l'absurdité des programmes, la massification, des élèves qui ont des motivations, des niveaux très différents tous ensemble. Donc tout ça nous a donné envie, avec une équipe, de monter un collège libre, donc dit hors contrat, en zone rurale, à 20 km de Toulouse. Alors pour la population de ce collège, il y avait au départ 90% de Toulousains, et puis maintenant ils sont moins de 25%, et l'année prochaine, les 6e qui sont préinscrits habitent tous à moins de 15 km. Donc l'implantation est vraiment en train de se faire. Alors, quelle est l'originalité d'abord de notre collège, et qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir un collège libre ? Malgré toutes les difficultés que nous verrons après. Alors d'abord, évidemment, il y a la liberté de recrutement des professeurs et la souplesse.
Ils ont besoin d'avoir un diplôme Bac+3 universitaire et surtout une compétence, une motivation. Et je dois dire qu'on a une équipe de 14 professeurs assez extraordinaire. Il y a aussi une liberté pédagogique, évidemment, qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Alors, chez nous, c'est assez simple, c'est très concret. On part du concret pour aller au plus compliqué, on part du local pour aller au global, on part du simple avant de faire le compliqué. C'est-à-dire qu'avant de parler de l'effet de serre à l'échelle globale, on va peut-être aller voir l'étang qui est juste à côté pour parler d'un cycle du carbone à l'échelle vraiment locale, voir les animaux, qui mangent qui se fait manger, qui pousse, etc. Donc, c'est du concret et c'est pareil en grammaire, en mathématiques. Notre avantage, ce qui est peut-être lié à la ruralité aussi, ce sont les petits effectifs. Pareil, nous nous sommes fixés une limite de 15 élèves par niveau, ce qui permet de suivre chaque élève et de vérifier que personne ne décroche dans un cours. Nous avons mis aussi en place des groupes de niveau, c'est-à-dire que, notamment en grammaire, conjugaison, orthographe, les élèves ne sont pas par classe, c'est-à-dire pas par âge, mais par niveau. Certains sont dyslexiques, certains ont eu un primaire catastrophique, par absentéisme des professeurs ou parce qu'ils n'étaient pas bien intégrés. Et au final, ils arrivent en 6e avec leur propre niveau et au lieu d'être tous ensemble, en fait, on les répartit selon leurs compétences. Ce qui fait que chacun peut progresser à son niveau, ceux qui sont brillants comme ceux qui ont beaucoup de difficultés. Après, nous avons aussi un parcours diversifié, justement pour lutter contre ce collège unique. Alors c'est difficile, ça coûte très cher, mais nous mettons en place, si vous voulez, des cours spéciaux pour ceux qui sont, on va dire, plus intellectuels et ceux qui sont plus manuels, en sachant que chez nous, le travail manuel est vraiment à l'honneur. Pourquoi ? Parce que c'est une forme d'intelligence qui a toute sa place à côté de l'intellect et du verbe. Et c'est pour ça que nous avons des cours de menuiserie, des cours de cartonnage. Et aussi, évidemment, on est à la campagne, donc il y a du jardin botanique assez souvent. Alors ces parcours diversifiés permettent finalement à chaque élève de déployer ses talents et non pas de se retrouver dernier dans toutes les matières. Un élève peut être dernier dans toutes les matières, je pense à un en particulier, et premier en cartonnage. Donc c'est une fierté et il retrouve confiance en lui. Finalement, dans ce collège, à la campagne, ce qui est mis en valeur, je le disais à l'instant, c'est le retour au réel. Et là, comme il y a des décideurs ici et des acteurs, vraiment, j'insiste sur ce fait, le numérique, à tout craint, n'est pas une solution. Les directeurs des grandes entreprises numériques, pensez à Apple, pensez à Facebook, protègent leurs enfants du numérique et les payent des écoles privées très chères pour qu'ils soient sans écran jusqu'à 17-18 ans. Voilà, il y a 20% des étudiants aujourd'hui qui ont des pensées suicidaires. C'est quand même grave. Donc on ne peut pas remplacer un vrai contact avec les gens. Et je pense que le réseau social numérique n'existe pas, c'est virtuel. Donc chez nous, l'écran est limité à sa plus simple expression. On commence en 3e à faire un peu d'informatique, parce qu'il ne faut pas être non plus complètement démuni. Mais ça suffit largement. En fait, on fait du concret, il n'y a pas de calculatrice non plus, on fait des calculs mentaux. Et dès qu'on peut, on va sur le terrain, en sciences notamment. Voilà. Alors pour ce qui est des difficultés, elles sont nombreuses. Quelqu'un a parlé de parcours du combattant, c'est vrai. Alors il y a évidemment l'aspect financier, parce que nous ne recevons aucun financement de l'État et que les scolarités ne sont pas trop élevées pour que ce soit soit pas une barrière. Il y a même des familles pour lesquelles on baisse la scolarité quand c'est trop difficile pour elles. On accueille un réfugié irakien, par exemple, qui paie très peu. Il y a un problème des locaux, parce que chez nous, le maire a une tradition, on va dire, jacobine. Alors moi, je suis ni jacobin ni girondin, pardon. Je suis plutôt près de Lavoisier ou de Buffon, mais enfin, peu importe. Le nôtre est très jacobin et il s'oppose à toute initiative privée, qu'elle soit religieuse ou non. Ce qui fait que nous devons nous débrouiller tout seuls, donc louer des locaux très chers, aux normes. Nous n'avons pas non plus d'installation sportive. Nous n'y avons pas accès. Il y a aussi un problème des transports. On parlait du quart d'heure. Chez nous, oui, ça se situe à peu près à ça. On a des enfants qui font une demi-heure pour venir chez nous, mais il y en a qui font 3/4 d'heure de transport. Donc c'est épuisant à cet âge-là. Donc il manque, c'est sûr, des transports, une coordination avec les transports publics. Et puis enfin, ce qu'on voit à la campagne, c'est qu'il y a une faible densité de population et qu'il est difficile de se faire connaître. En fait, il y a le bouche à oreille fonctionne, mais pas beaucoup. Alors on est en lien avec la paroisse, qui est un puissant réseau, un moyen de transmission, mais c'est quand même très faible. Alors, pour finir, cette petite dimension religieuse qui est chez nous importante, ça nous permet de vivre une laïcité, on va dire, décrispée, très sereine, puisqu'on accueille des enfants qui ne sont pas catholiques, un petit musulman, des enfants qui n'ont pas de culture religieuse, mais ils savent que chez nous, ils sont accueillis pour ce qu'ils sont, et il y a, on va dire, une joie de vivre qui repose sur notre foi, tout simplement, et une espérance
qui, en ces temps de crise, leur donnent confiance en eux. Voilà, merci beaucoup. La parole maintenant est à Jean Rakovitch. Alors c'est une école un peu différente puisque c'est pas dans une oralité profonde, hein. Et c'est une école qui a été fondée par l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avec un projet qui pourrait faire rêver beaucoup de fondateurs d'écoles rurales, puisqu'il y a un peu toutes les dimensions qu'on voudrait parfois voir dans une école. Et donc, ça m'a paru aussi intéressant de proposer cette perspective pour ouvrir un peu le regard et de se donner des idées de ce qu'on pourrait faire pour ne pas faire une copie d'école publique, citadine, mais bien oser aller vers quelque chose d'un peu différent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à ce séminaire et merci infiniment à la Fondation Kairos d'avoir mis au centre de l'inquiétude, des intérêts, la question de la ruralité et des enjeux qu'on retrouve dans ce domaine. Alors, moi, ce que j'ai retenu de toute cette richesse, malgré un format très court, on a eu un tableau très complet de tout ce qui nous, en tant que praticiens, en tant que personnes qui sont vraiment sur le terrain, tous ces enjeux-là, on les a déjà esquissés aujourd'hui et c'est vraiment très chouette que vous mettiez en réseau tous ces gens pour qu'on puisse véritablement faire avancer les choses. Alors, nous, notre établissement, comme vous l'avez dit, Anne, est un établissement qui a été créé par l'ancienne ministre Françoise Nyssen, avec Jean-Paul Capitani, les fondateurs d'Actes Sud, avec l'aide aussi d'un grand penseur et puis d'un grand architecte qui s'appelle Patrick Bouchin. Donc, l'idée est de créer un tiers-lieu, et monsieur le député en a parlé tout à l'heure, un tiers-lieu qui soit véritablement voué à la formation de l'individu aux nouveaux enjeux contemporains. Et vous comprenez bien qu'un tel tiers-lieu ne peut avoir de place plus privilégiée qu'au sein d'un environnement naturel et donc dans la ruralité. Et donc plutôt que de dire que nous sommes une école urbaine, parce que notre école a débuté en 2015 au centre-ville d'Arles, nous sommes désormais une sorte d'école hybride qui se situe entre cet emplacement auquel nous pouvons toujours avoir accès, mais aussi nous sommes en plein milieu d'une ferme agroécologique qui se situe à 15 km d'Arles. Et donc dans ce tiers-lieu, nous avons bâti un écosystème qui est toujours en train de se développer avec une école qui est la charnière de cet écosystème, avec un centre de formation aux méthodes respectueuses d'agroforesterie. Par exemple, là, mes collègues préparent une formation sur la traction animale. Nous avons un centre équestre et nous pratiquons avec tous les élèves de l'équitation éthologique. Nous avons aussi une exploitation maraîchère et dans cette exploitation maraîchère, vous avez des expérimentations qui sont faites en permaculture, vous avez des expérimentations aussi qui sont faites en élevage. Nous avons la possibilité et la chance de pouvoir faire bénéficier aux élèves de toute cette expérience-là. Donc pour nous, ça nous parle énormément ce que vous venez de dire et je remercie les collègues qui ont énormément de courage parce que eux, ils le font à la force du poignet. Nous, on a la chance de bénéficier de ce réseau d'Actes Sud qui nous permet de construire les choses. Alors pour nous aussi, c'est difficile sur le plan financier, mais j'imagine à quel point pour vous, ça a été une vraie croisade pour pouvoir imposer vos idées, et donc je vous en remercie. Sur le plan du fonctionnement, nous sommes très 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 proches des 4 expériences que nous avons entendues ici. Une réflexion vraiment sur la question des effectifs réduits, une question aussi sur une réflexion sur l'inclusion. Nous essayons véritablement de mettre en œuvre ce qui a été un fantasme de l'éducation nouvelle, celui de créer une école de la vie, donc une école qui serait inclusive, qui accueillerait des enfants de profils complètement différents. Nous sommes dans une réflexion qu'on pourrait, si vous voulez, mettre sous le dénominateur commun de l'ouverture. Nous réfléchissons sur la question de l'ouverture des classes et donc nous réfléchissons à mettre en place des groupes à configuration variable avec parfois du co-enseignement, avec des groupes que vous avez appelés des groupes de niveau, nous on les appelle des groupes de compétences, avec des groupes multi-âges parce que comme monsieur le député, nous sommes persuadés, et monsieur le sénateur, nous sommes persuadés de la pertinence des échanges intergénérationnels. Nous essayons d'ouvrir cette forme scolaire aussi aux parents, au monde extérieur. Nous essayons de faire venir les écrivains, les artistes, les auteurs d'Actes Sud pour
venir véritablement enrichir les débats avec les enfants. Et donc nous avons une conception très très large de ce que peut être la communauté éducative. Pour nous, la communauté éducative, elle passe par le tissu associatif local, elle passe par les EHPAD, elle passe par tout ce genre de choses. Et donc c'est ce que nos collègues sont en train de mettre en œuvre.